Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast, ce nouvel épisode de Pas après pas, pour parler d'un épisode dédié au voyage. Cet épisode, pour la première fois, est également enregistré en vidéo, donc vous pourrez le retrouver en extrait sur Instagram, mais également sur YouTube. Pourquoi parler du voyage? Je pense que pour beaucoup de personnes qui me suivent, ça tombe un peu sous le sens. De par toutes les aventures que j'ai vécues, les voyages que j'ai expérimentés. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler de mon rapport au voyage. J'en parlais dans Haut les Ancres, mais il faut savoir que Haut les Ancres a été écrit juste après mon retour de voyage, après mon retour en France, et que je n'avais pas encore toute cette perspective que j'ai actuellement, toutes ces réalisations que je suis en train d'avoir. Car aujourd'hui, j'arrive à mettre des mots sur des choses, sur des sentiments que je vivais et que je ne comprenais pas. Pour moi, le voyage, c'était vraiment une manière de m'échapper de ma réalité pour me voir d'autres choses, me prouver que j'étais capable. Il y avait une part de fuite de la réalité parce que j'ai jamais trouvé ma place là où j'étais, peu importe l'endroit où j'étais, car depuis que j'ai 20 ans, ça fait donc 7 ans maintenant, je n'ai jamais vécu plus d'1 an à un endroit. Et généralement, j'enchaînais des périodes de vie de 6 mois à un endroit, 6 mois à un autre, etc. Donc ça, bien sûr, c'était rythmé par la vie que j'avais, notamment par les études. 6 mois d'études quelque part, ensuite on part en stage pendant 4 à 6 mois, puis après je faisais des saisons touristiques, entre 4 à 2 mois également. Donc ma vie était rythmée de découvertes et de voyages, et ça m'animait. Ça m'a toujours animée, j'en parle dans Haut les Ancres, je pense que le voyage fait partie de moi de par mes origines, avec un père portugais, ce qui a fait que toutes les vacances que j'ai eues étant enfant, donc pendant les mois de juillet-août, ont toujours été des vacances retour au pays, pour profiter de la famille et prendre du bon temps. C'était vraiment pas les vacances qu'on peut avoir un peu consuméristes, entre guillemets, et même capitalistes, de on se rend quelque part pour se détendre, on va dans des hôtels-résidences avec piscine où on va dépenser une blinde pour juste, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif quand je le dis, mais pour se reposer, relâcher les tensions et profiter de moments ensemble. Ce qui en soi est très beau, et de toute façon c'est une conception du voyage qu'on a actuellement. Donc voilà, le voyage faisait partie de moi, pour autant ça a longtemps été une fuite. Dans Haut les Ancres, le livre que j'ai écrit, que vous pouvez voir si vous regardez en vidéo dans mon décor, ma meilleure amie me disait « Quand tu es à l'étranger, tu cherches toujours de la stabilité, mais quand tu es ici et que tu l'as, c'est tout ce que tu fuis. » Et c'était vrai. Ça l'est moins aujourd'hui, mais ça l'a été pendant longtemps. Ce besoin de fuir mes émotions, que ça soit par le travail ou par plein d'autres procédés psychologiques que j'ai pu mettre en place tout au long de ma vie. Et en voyage, donc lors de mon premier voyage au Brésil, j'ai compris qu'en fait, fuir ne servait à rien puisque nos émotions nous suivent, nos problématiques, nos traumas nous suivent, et que peu importe où on ira, en fait, ça fait partie de notre ombre, et notre ombre ne nous quitte jamais. Et j'ai toujours eu ce sentiment d'inadéquation en voyage, notamment avec les autres backpackers que je rencontrais, et ça a été très flagrant quand j'étais au Brésil, où beaucoup de personnes venaient pour le carnaval, j'en faisais partie bien évidemment, même si j'étais arrivée bien avant, et que j'étais dans une dynamique de rester le plus longtemps possible. Je rencontrais beaucoup de backpackers qui passaient d'une ville à une autre en prenant l'avion quand possible, qui étaient vraiment là pour reproduire des schémas qu'ils avaient aussi en Europe, et on fait les attractions touristiques qu'on coche. Et j'ai un peu suivi ce mouvement-là également. J'ai fait beaucoup d'activités touristiques que je ne voulais pas faire, mais parce que tout le monde me disait « Ah ben non, attends, t'es à Rio, faut quand même aller faire le Pão de Açúcar », et j'étais en mode « Baf, ok, je le fais », alors que j'avais aucune envie de le faire, parce qu'effectivement, mais quelle expérience, tu te retrouves en haut de la statue avec des personnes tout autour de toi, impossibilité de faire une photo sans personne dessus, enfin je veux dire, t'as même du mal à te déplacer, enfin c'est un tourisme de masse qui, moi, ne m'a jamais parlé. Et c'est pour ça que je m'étais redirigée dans mes études. De base, j'avais fait une licence professionnelle pour concevoir des voyages, des packages en tour opérateur, parce que moi, mon truc, c'était le voyage et parler des langues étrangères.
Et pendant cette licence, j'ai réalisé à quel point ce n'était juste pas possible, en fait, que je ne pouvais pas participer à ça, que c'était contre toutes les valeurs que j'avais. J'étais jeune, certes, donc j'avais peut-être pas les mots pour tout ça, mais je m'en rendais déjà compte. Donc voilà, j'ai toujours eu ce sentiment d'inadéquation, du fait qu'en plus, j'aime pas spécialement l'alcool, j'en bois très peu, j'en buvais plus pendant un moment, mais force est de constater que c'est quand même quelque chose qui permet d'avoir du social, du coup je le fais sous mes conditions, mais je le fais un petit peu. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que je me sentais en inadéquation et en contradiction totale avec les personnes que je côtoyais. Ce qui me permettait en fait de pas forcément rester avec des backpackers, mais de rester avec des Brésiliens, ce qui était mon objectif, de découvrir la culture, la langue, et c'est ce que j'ai le plus apprécié de mon voyage, dans tous les cas. Mais tout ça un sentiment que j'ai beaucoup eu là-bas, que j'ai eu dans tous les voyages, dans des pays plus défavorisés où j'ai été, c'est ce sentiment de domination. Je suis une blanche privilégiée, européenne, avec un certain pouvoir monétaire, qui se rend dans un pays où c'est tout l'inverse, qui sont généralement dans la précarité. Et cette position que j'avais ne me convenait absolument pas parce que ne reflétait pas les valeurs et moi le pourquoi j'étais venue. Sauf qu'en fait c'était une réalité. Et donc moi qui faisais ouin-ouin dans mon coin, en fait c'est juste que je n'avais pas cette conscience sociale-là. Que effectivement quand tu viens, tu vas pas forcément être accueilli les bras ouverts, ou alors tu vas l'être, mais il y aura toujours du jugement, soit par soi-même, soit des autres, parce qu'en fait, si tu refuses de donner de l'argent à une personne qui est dans la précarité et qui te le demande, t'es un rat, t'es un crevard, tu n'as pas de cœur. Si tu en donnes, tu perpétues une domination. Enfin voilà, il y a plein de problématiques qui se posent. Et sur Instagram, je suis une personne qui s'appelle Alexis Lopez, donc avec le pseudonyme Alexis Lopez officiel si vous voulez aller voir son compte, qui est un voyageur et un photographe qui a fait un post qui parle du voyage comme étant une drogue. Qu'après avoir voyagé, on a forcément changé et qu'au moment du retour, on retrouve un environnement qui, lui, n'a pas changé. Des dynamiques qui sont restées les mêmes. Et donc, on retrouve encore une fois cette sensation d'inadéquation qui a fait qu'on était parti en premier lieu, mais qui fait qu'à notre retour, même si on se sent mieux, on retombe dans les mêmes dynamiques, ce qui nous pousse à repartir pour retrouver cette version de nous évoluée qui nous plaît tant. Mais en fait, cette drogue ne s'arrête jamais. En plus, on a les shots d'hormones, je suppose que ça le fait à tout le monde, peu importe l'endroit, peu importe la distance. Quand on arrive dans un nouveau lieu qu'on ne connaît pas, et ce sentiment d'adrénaline dans le cœur, dans le corps, qui nous fait dire « waouh, ok, tout peut arriver ». C'est une sensation assez addictive aussi. Et donc cette sensation, ce ressenti, je l'ai beaucoup eu. Beaucoup de backpackers l'ont également. C'est ce qui pousse les gens à repartir en voyage. C'est pour ça que généralement quand on part une fois, on dit que c'est très dur de revenir, et c'est le cas. Et j'en parle d'ailleurs un peu dans mon livre Les Ancres, encore une fois. Et pour compléter ce post-là, je voulais parler d'un autre post Instagram, d'une personne ayant témoigné d'ailleurs dans mon livre, qui s'appelle Wayan, le baroudeur du dimanche sur Instagram, qui a fait un post pour dénoncer le tourisme de masse en Thaïlande. Donc il s'est rendu sur cette destination et s'est posé cette question de la légitimité, en tant que personne blanche et privilégiée, de se rendre dans des pays plus défavorisés. C'était, je pense, la première fois sur Instagram que je voyais un post d'une personne qui retraçait mon ressenti et ce que je pensais, mais en mettant réellement des mots dessus, que moi je n'avais peut-être pas réussi à poser, aussi peut-être parce que je n'avais pas poussé la réflexion assez loin et que j'étais simplement restée dans mon mal-être, et ma réflexion de me dire je ne voyagerai plus comme ça. Et du coup, il parle du fait que peu importe nos intentions, bien qu'elles soient bonnes, on participe à un système qui nous dépasse, et ce système dépasse même les pays dans lesquels on peut se rendre. Parce que oui, nous participons à l'économie du pays. C'est très régulièrement un argument utilisé pour justifier le fait qu'on voyage. Sauf que même en participant à l'économie du pays, le pays devient intrinsèquement dépendant des touristes occidentaux. Et en même temps, comment revenir à un autre modèle ? Aucun autre modèle est possible pour eux sans revoir tout le système. Donc forcément, ils en profitent. Parce que en fait, quand tu es dans la précarité et que là, d'un coup, tu as un influx de touristes qui vient dépenser son argent sur ton territoire, bah, tu
tu t'engouffres dans la brèche. Parce que, en fait, court terme, ça te permet de te sauver de plein de situations. Mais long terme, ce n'est pas viable, que ce soit pour l'environnement, pour les locaux, ou tout simplement, au final, pour l'économie. Parce que du coup, crise du Covid-19 ou autre crise qui pourrait advenir, que ce soit par exemple suite à l'énergie, ce qu'on est en train de vivre avec l'Iran, une économie ne peut pas reposer sur un seul secteur. Et en voyageant de cette manière, c'est ce qu'on crée. Et donc forcément, ce type de tourisme amène plein de conséquences. Et notamment un concept qui s'appelle la spatialité du tourisme. Le fait qu'un lieu soit identique à un autre, malgré le fait qu'il se trouve dans un continent complètement différent, donc avec une richesse culturelle et environnementale différente. Et ça me ramène à un article que j'avais écrit, un billet que j'avais écrit pour Motus et Langue Pendue, donc le média dans lequel je suis bénévole, qui s'appelle Morro de Sao Paulo. Donc Morro de Sao Paulo, c'est une île sur laquelle je m'étais rendue au large de Salvador, dans l'état de Bahia, au Brésil. C'était une destination qui m'avait été recommandée car j'avais besoin d'être un peu tranquille et en nature, suite à toutes les villes que j'avais visitées, remplies d'insécurité qui, moi, avaient accentué une anxiété déjà présente qui me faisait désormais vraiment mal au corps. Enfin, je n'arrivais absolument plus à gérer cette anxiété. Donc j'avais besoin d'un petit coin reculé en nature. Des Brésiliens qui étaient devenus mes amis m'ont recommandé d'aller sur cette destination, qui était accessible en bateau depuis Salvador, ville où je me trouvais à ce moment-là. Donc je m'y suis rendue et au final, j'ai découvert que ce n'était qu'une île identique à tant d'autres, donc victime de cette aspatialité, où, malgré la beauté de l'île, de nombreux complexes touristiques avaient été créés, des villas entières. Entre les restaurants locaux de la rue principale se trouvait par exemple un Subway. Je suis restée hébétée devant cette image, dans cette rue où je me suis dit, mais où allons-nous ? Et je passais par des endroits où je voyais des fontaines un peu anciennes, des remparts, et je me disais, mais il y a forcément quelque chose. Et il y avait une agence touristique, une sorte d'office plutôt, quelque chose d'institutionnel touristique, à laquelle je me suis rendue, qui a pu me photocopier plein d'archives et me faire découvrir qu'il y avait une réelle histoire derrière cette île, qui n'était absolument pas promulguée, puisque envahie par les touristes et par les personnes étrangères qui venaient s'expatrier sur l'île pour profiter de ce tourisme. Et les locaux, maintenant, vivaient dans des bidonvilles vraiment reculés de la ville. Cette île de pêcheurs qui, désormais, ne vivait que par le tourisme, et qui, en plus, tourisme qui est quand même un secteur qui demande un certain niveau académique, entre guillemets, ou en tout cas compétences, comme le fait de parler d'autres langues. Ce qui n'était pas forcément le cas de ces personnes qui n'avaient pas forcément reçu cette éducation-là, puisqu'ils n'en avaient pas besoin. Pour vivre, en fait, ils vivaient d'agriculture et de la pêche. Donc voilà, le tourisme peut vraiment nuire à des destinations, on le sait aujourd'hui, et pour autant, je trouve que c'est de notre devoir en tant que personne privilégiée de repenser notre conception du tourisme. Et c'est facile à dire, maintenant que j'ai déjà voyagé et que j'ai eu toutes ces expériences. Je me rappelle d'un discours qu'avait Swan Périssé, donc, qui est une humoriste engagée et militante, que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément, qui disait qu'après avoir voyagé comme elle le faisait la promotion du voyage bas carbone, et donc de ce voyage un peu, je n'ai plus le terme, mais où on ralentit, où on prend le temps, ce slow travel, en gros, prendre le train, faire des trajets, des voyages en vélo, etc. Et je me disais, c'est très beau, mais en fait, elle se permet de dire ça après avoir réalisé des rêves et des voyages incroyables. Et même si j'étais totalement d'accord, il y avait quelque chose en moi qui me disait, j'ai besoin, notamment pour le Brésil, pas pour les autres destinations, je vous avoue, mais j'avais besoin d'aller au Brésil. Aussi parce que, je sais pas, c'est un pays qui m'a toujours appelé, même s'il y a une hype énorme et que j'ai peut-être juste été victime de ses prémices. Mais de par mes origines portugaises, j'avais envie de découvrir ce pays, de par mon amour pour la danse. Et je me disais, c'est facile pour une personne qui a déjà eu ces expériences-là de dire « Ah, en fait, c'est pas bien, maintenant j'ai pris conscience et je le fais plus ».
Et c'est exactement ce que je vis. Donc si vous écoutez ce podcast ou que vous regardez cette vidéo avec l'envie de partir, je vous comprends. Je comprends totalement. Et peut-être que ça va vous faire du bien, mais moi, avec mon retour actuel, ce que je peux en dire, c'est que ce que j'ai trouvé en voyage, à l'autre bout du monde, j'aurais pu le trouver en voyage plus proche. Il y a beaucoup de sociologues et de journalistes qui parlent du voyage comme un moyen d'émancipation pour les femmes. Et je suis complètement d'accord avec cette idée. Ce que l'on oublie par contre, c'est effectivement cette idée de femme blanche qui se rend dans un autre pays où du coup on enlève la partie un peu néocolonialisme, de par le fait que ça reste émancipateur pour les femmes qui sont une minorité qui subissent des violences systémiques. Ce n'est pas en continuant des violences, puisqu'au final le voyage reste une certaine forme de violence à mes yeux pour les locaux et les personnes résidant dans les pays dans lesquels on peut se rendre. Ce n'est pas comme ça qu'on rend l'émancipation des femmes. On ne s'émancipe pas sur le dos d'autres minorités. Peut-être que mon discours va très loin, peut-être que mon discours est un peu extrême et aussi facile, puisque j'ai déjà fait mes expériences de voyage, et ça je m'en rends compte. Et je le dis maintenant avec le recul que j'ai, avec l'âge plus avancé également que j'ai, la maturité que j'ai acquise. Mais les voyages que j'ai réalisés, j'aurais pu les réaliser dans d'autres pays qui n'étaient pas forcément plus défavorisés. J'aurais pu le faire dans des pays où je n'aurais pas pris l'avion. Pour autant, j'avais besoin de changer de culture et de partir loin. Ça, c'est une certitude. Car j'avais besoin de me retrouver vraiment seule avec moi-même, sans personne de proche pour m'aider. Et donc forcément, si j'étais partie en Espagne, ce n'était pas pareil. J'aurais pu rentrer très rapidement. Mes proches auraient pu venir m'aider rapidement. Là, j'avais vraiment besoin de me pousser à l'extrême en allant loin. Mais encore une fois, pour cela, qui était un besoin très personnel et qui chacun a ses propres raisons et besoins en voyage, j'avais pas besoin forcément d'aller au Brésil. Je suis allée en Australie. L'Australie, c'est un pays développé, etc. La question se pose tout de même, mais de manière différente, avec un autre angle à mon avis. Mais je suis aussi allée à Bali, au Népal. Toutes ces destinations-là, je me suis jamais sentie vraiment bien, vraiment à ma place, de par cette position de domination que je ressentais, qui est réelle, on ne peut pas la nier. Cette vidéo, ce podcast ne se veut pas moralisateur. Je sais que ça ne va pas changer le monde, et si on a besoin de voyager, ça reste, notamment pour les femmes, un moyen de s'émanciper de cette société, parce que la position de femme en voyage est tellement différente de la position de femme en société, dans son pays de naissance établi et en étant statique. Je pense que le voyage est nécessaire. Nécessaire à la rencontre, à l'échange également, à la compréhension et à l'empathie. Cependant, il y a des manières de voyager et on parle beaucoup de slow travel, de limiter ses émissions carbone, ne plus prendre l'avion. C'est aujourd'hui un positionnement que j'ai pris, qui n'est parfois pas toujours compris, mais c'est un positionnement que j'ai pris. Je suppose que je reprendrai l'avion dans ma vie, hein, et puis n'oubliez pas qu'on évolue toujours. Donc c'est un positionnement que je prends et j'essaye de l'appliquer au maximum dans ma vie, et donc aussi de changer ma manière de voyager parce que forcément je vais moins loin. Et c'est quelque chose qui me plaît. Je change aussi ma manière de voyager. Désormais, je voyage beaucoup à pied aussi. Et ces bienfaits font vraiment ressentir au quotidien. Le voyage, pour moi, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre, mais aussi à la rencontre de soi. Mais comme je le dis très souvent, que ce soit dans Haut les Ancres ou dans tous les contenus que je peux créer, la vie est un voyage. Et la vie se vit. Donc voyagez. Mais soyez conscient, toujours, de votre position. Réfléchissez. Analysez, essayez de comprendre vos ressentis et ce qui se passe lorsque vous vous rendez dans certains endroits. Pour finir, j'aimerais vous recommander un compte Instagram qui s'appelle Décolonial Voyage, justement, qui amène toutes ces théories, ces prises de conscience autour du voyage en tant que personne occidentale, qui je trouve est aujourd'hui encore trop peu investie sur les réseaux sociaux et dans les médias. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre des commentaires et à m'envoyer des messages si besoin.
pour qu'on puisse échanger. Ciao.